L'Europe était autrefois la destination d'investissement la plus prisée au monde. Les capitaux affluaient vers le continent pour profiter de sa main-d'œuvre qualifiée, de ses infrastructures de classe mondiale, de sa stabilité politique et de son marché immense. Mais quelque chose s'est cassé. En 2024, les investissements directs étrangers en Europe ont chuté de 58%. C'est un effondrement, pas une simple baisse. Les nouveaux investissements essentiels pour la croissance future ont chuté de 10% en Europe, pendant que les États-Unis voyaient leurs investissements augmenter de 23% et l'Asie prospérer. Les investisseurs fuirent l'Europe comme un navire en train de couler. Et ils ont raison. L'Europe est devenue toxique pour l'investissement. Entre les coûts énergétiques stratosphériques, la bureaucratie étouffante, l'instabilité politique chronique et la compétitivité en chute libre, plus personne ne veut mettre son argent dans ce continent en déclin. Comprendre pourquoi révèle exactement tout ce qui ne va pas avec l'économie européenne. Le premier facteur qui tue l'investissement en Europe est la catastrophe énergétique. Depuis que la Russie a coupé le gaz après l'invasion de l'Ukraine, l'Europe paie son énergie 2 à 3 fois plus cher que ses concurrents. Le prix du gaz s'est accru de 62,3% en Allemagne après le début de la guerre. À la fin du mois de mai 2025, un kilowattheure de gaz naturel en Europe valait 35 €, alors qu'il valait 10 $ aux États-Unis. C'est un gouffre de compétitivité qu'aucune entreprise ne peut ignorer. Si vous êtes un industriel qui envisage de construire une usine, pourquoi choisiriez-vous l'Europe quand vous pouvez avoir l'énergie 3 fois moins chère aux États-Unis ou en Chine? Les industries à forte intensité énergétique ont déjà tiré leurs conclusions. BASF, le géant chimique allemand et le plus gros consommateur industriel d'énergie d'Europe, réduit massivement ses opérations européennes. Le PDG de BASF a signalé que les industries européennes à forte intensité énergétique étaient particulièrement susceptibles d'être impactées par le maintien de prix de l'énergie élevés. ArcelorMittal a fermé des hauts fourneaux à travers l'Europe. Des mesures similaires ont été prises dans plusieurs usines européennes du groupe ArcelorMittal, la facture énergétique ayant été multipliée par 7 par rapport à la période précédant l'invasion russe de l'Ukraine. Les producteurs d'aluminium, de verre, d'engrais, tous délocalisent ou ferment. Chaque usine qui part emporte avec elle les emplois, les compétences, l'écosystème industriel. Et ces usines ne reviendront jamais. Pour un investisseur, c'est simple. Pourquoi mettre de l'argent dans une région où les coûts opérationnels sont structurellement plus élevés? L'énergie bon marché ne reviendra pas en Europe. Le gaz russe est parti définitivement. Le gaz naturel liquéfié importé coûtera toujours plus cher que le gaz par pipeline ou le gaz de schiste américain. L'Europe a parié tout sur les renouvelables sans résoudre le problème du stockage ou de l'intermittence, créant un système énergétique instable et coûteux. C'est un handicap permanent qui rend l'investissement industriel en Europe fondamentalement non compétitif. Le deuxième facteur majeur est la désindustrialisation accélérée. Alors que les investissements directs étrangers ont augmenté de 2% aux États-Unis, de 8% en Chine et de 17% en Asie en 2023, ils ont diminué de 20% en Europe. Cette divergence raconte une histoire claire. Le capital va là où il peut générer des rendements. Les États-Unis offrent de l'énergie bon marché grâce au gaz de schiste. Un marché immense, une main-d'œuvre flexible, moins de réglementation. La Chine offre des économies d'échelle massives, des subventions gouvernementales généreuses, un contrôle total de la chaîne d'approvisionnement. L'Europe offre quoi? Des coûts élevés, de la bureaucratie, de l'instabilité politique. Le baromètre EY souligne un recul important de l'attractivité de l'Europe auprès des investisseurs américains. Avec seulement 942 entreprises venues des États-Unis ayant annoncé un projet d'investissement en 2024, le niveau le plus bas enregistré depuis 10 ans. Les investisseurs américains se recentrent sur leur propre marché, encouragés par l'Inflation Reduction Act, qui offre des subventions massives pour produire aux États-Unis. Pourquoi un investisseur américain choisirait-il d'investir en Europe avec tous ces problèmes quand il peut obtenir des avantages fiscaux généreux pour produire à domicile? La France, malgré sa position de leader européen en matière d'investissements étrangers, ne devrait pas se réjouir. La France enregistre 1025 projets en 2024, malgré une baisse de 14%. C'est le meilleur élève d'une classe qui échoue collectivement.
L'Allemagne a vu ses projets chuter de 17% à 608 projets. Quand même le moteur économique traditionnel de l'Europe ne peut plus attirer d'investissement, c'est le signal que quelque chose de fondamental est cassé. Le troisième facteur est l'instabilité politique chronique qui fait fuir les investisseurs. Les entreprises ont besoin de prévisibilité pour investir. Elles doivent savoir quelles seront les règles fiscales, réglementaires, sociales dans 5 ou 10 ans. Comment peuvent-elles le savoir en Europe quand les gouvernements tombent tous les 6 mois? La France a eu 3 premiers ministres en 1 an. L'Allemagne est paralysée par des coalitions fragiles et des conflits internes. L'Italie change de gouvernement comme de chemise. Comment un investisseur peut-il s'engager à long terme dans un tel chaos? Le Brexit a également créé une incertitude massive et durable. Le Royaume-Uni était la 2e économie européenne et un hub financier mondial. Sa sortie de l'Union européenne a fragmenté le marché européen, créé des barrières commerciales, forcé les entreprises à réorganiser leur chaîne d'approvisionnement. Des années après le Brexit, les conséquences se font toujours sentir. Les investisseurs qui envisagèrent l'Europe comme un marché unique unifié doivent maintenant naviguer dans un patchwork de réglementations nationales différentes, de tarifs douaniers, de complexités administratives. L'instabilité ne se limite pas aux gouvernements nationaux. L'Union européenne elle-même est de plus en plus dysfonctionnelle. Les divisions entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest s'approfondissent. La Hongrie et la Pologne bloquent régulièrement les initiatives européennes. Les règles budgétaires européennes sont ouvertement violées par les grands pays comme la France et l'Italie sans conséquences réelles. Le projet européen lui-même semble à bout de souffle, dépourvu de vision cohérente ou de leadership fort. Pourquoi investir dans une région qui ne peut même pas se gouverner elle-même? Le 4e facteur est la bureaucratie et la surréglementation étouffante. L'Europe est devenue obsédée par la réglementation de chaque aspect de l'activité économique. Le règlement général sur la protection des données, la directive sur les services numériques, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Des centaines d'autres directives et réglementations créent une jungle administrative que même les grandes multinationales peinent à naviguer. Pour une start-up ou une entreprise de taille moyenne, c'est simplement impossible sans une armée d'avocats et de consultants. Créer une entreprise en Europe prend plus de temps et coûte plus cher qu'aux États-Unis ou en Asie. Embaucher et licencier des employés est extrêmement difficile et coûteux à cause des protections du travail rigides. Les processus d'autorisation pour construire une usine ou développer un projet peuvent prendre des années. La fiscalité est complexe et lourde. À chaque étape, l'entrepreneur ou l'investisseur rencontre des obstacles, des délais, des coûts imprévus. Les intentions derrière ces réglementations sont souvent bonnes. Protéger les consommateurs, les travailleurs, l'environnement. Mais l'accumulation de couches sur couches de réglementation sans jamais rien simplifier ou supprimer a créé un environnement hostile aux affaires. L'Europe a franchi la ligne qui sépare une réglementation raisonnable d'une surréglementation paralysante. Les entreprises votent avec leurs pieds et leur capital et elles choisissent d'aller ailleurs. Le 5e facteur est le déclin de la compétitivité européenne face à la Chine. Pour la première fois en 2025, l'Union européenne va importer de Chine plus de voitures qu'elle n'en exportera. C'est un renversement historique qui illustre brutalement comment la Chine a dépassé l'Europe dans des secteurs où l'Europe dominait autrefois. Les véhicules électriques chinois envahissent le marché européen. Ils sont moins chers, technologiquement compétitifs et produits à une échelle que les constructeurs européens ne peuvent égaler. La domination chinoise ne se limite pas à l'automobile. La Chine a produit en 2024 plus d'1 milliard de tonnes d'acier, près de 55% du total mondial, contre 130 millions dans l'Union européenne. Dans les panneaux solaires, les batteries, les éoliennes, l'électronique, presque tous les secteurs des technologies vertes, la Chine domine désormais la chaîne d'approvisionnement. En 2022, l'Union européenne a dépensé 22,6 milliards d'euros pour importer des panneaux solaires, dont la quasi-totalité en provenance de constructeurs chinois. Pour un investisseur, cela signifie que construire une usine en Europe pour produire ces technologies revient à entrer dans un marché déjà dominé par des concurrents chinois qui peuvent produire moins cher grâce à leurs économies d'échelle, leurs subventions gouvernementales massives et leurs coûts énergétiques et de main-d'œuvre plus faibles.
Pourquoi prendre ce risque? Pourquoi investir des centaines de millions dans une usine européenne qui ne sera jamais compétitive face aux importations chinoises? L'Europe essaie de répondre avec des tarifs douaniers et des mesures protectionnistes. Mais c'est trop peu trop tard. Les industries européennes ont déjà perdu leur avantage technologique et leur position de marché. Reconstruire cet avantage nécessiterait des investissements massifs et soutenus pendant des décennies. Mais qui va investir quand tous les autres facteurs, énergie coûteuse, bureaucratie, instabilité, pointent vers le déclin continu? Le sixième facteur est la démographie catastrophique de l'Europe. Le continent vieillit rapidement. Le taux de fertilité est bien en dessous du taux de remplacement. Il y a de moins en moins de jeunes travailleurs et de plus en plus de retraités. Pour un investisseur, cela signifie plusieurs choses négatives. Premièrement, une population vieillissante consomme moins, ce qui signifie que le marché européen rétrécit. Deuxièmement, le fardeau fiscal sur les travailleurs actifs augmente pour payer les pensions et les soins de santé des retraités, ce qui augmente les coûts de main-d'œuvre. Troisièmement, une pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée rend difficile de trouver les talents nécessaires. L'immigration pourrait théoriquement compenser, mais l'Europe a échoué lamentablement à intégrer économiquement ces immigrants. Le taux de chômage parmi les populations issues de l'immigration est nettement supérieur à celui de la population générale. Les tensions sociales autour de l'immigration sont devenues politiquement explosives, alimentant la montée des partis d'extrême droite qui promettent de fermer les frontières. Un investisseur qui envisage l'Europe voit une population déclinante, vieillissante, avec des tensions sociales croissantes. Ce n'est pas attractif. Le septième facteur est l'absence de vision stratégique cohérente. L'Europe ne sait pas ce qu'elle veut être. Elle veut être verte, mais elle a fermé ses centrales nucléaires et dépend du charbon et du gaz importé. Elle veut être compétitive, mais elle impose des réglementations qui rendent ses entreprises non compétitives. Elle veut attirer les investissements, mais elle augmente constamment les impôts et la bureaucratie. Elle veut l'innovation, mais elle a zéro géant technologique. Chaque politique contredit les autres. Chaque initiative est sabotée par des intérêts nationaux divergents. Le rapport Draghi de septembre 2024 a clairement diagnostiqué ces problèmes. Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, a décrit la situation comme un défi existentiel pour l'industrie européenne. Il a souligné les prix de l'énergie trop élevés, le retard technologique, le manque d'investissement. Mais ces recommandations nécessiteraient des réformes profondes que l'Europe est politiquement incapable de mettre en œuvre. Alors, le rapport rejoindra la pile des rapports ignorés et le déclin continuera. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, 5 694 projets d'investissement directs étrangers ont été annoncés en Europe, un nombre en baisse de 4% par rapport à 2022, de 11% par rapport à 2019 et de 14% par rapport au record établi en 2017. C'est une tendance claire et continue de déclin. Et 2024 a été encore pire avec 5 383 projets, soit une baisse de 5% supplémentaire. Pendant ce temps, les États-Unis et l'Asie attirent des investissements records. L'inflation, Reduction Act américain, offre des centaines de milliards de subventions pour produire des technologies vertes aux États-Unis. La Chine investit massivement dans ses industries stratégiques avec un soutien étatique illimité. L'Europe essaie de répondre, mais elle est handicapée par ses règles budgétaires, ses divisions internes, son incapacité à coordonner une politique industrielle cohérente. Certains diront que l'Europe reste attractive pour certains types d'investissements. La recherche et développement, par exemple. C'est vrai que la France maintient sa position de leader européen pour les investissements en R&D. Mais même là, les chiffres baissent. Et la R&D sans production industrielle est une stratégie perdante. Vous développez la technologie en Europe, puis vous allez la produire ailleurs où c'est moins cher. L'Europe devient un laboratoire de recherche pour des usines construites en Asie ou aux États-Unis. Ce n'est pas une stratégie de prospérité. La vérité brutale est que l'Europe a perdu son attractivité pour l'investissement. Les capitaux suivent les rendements et les rendements suivent la compétitivité. L'Europe n'est plus compétitive. Ses coûts sont trop élevés. Sa bureaucratie est trop lourde. Son énergie est trop chère. Sa politique est trop instable.
Sa démographie est trop défavorable. Sa vision est trop confuse. Ses concurrents sont trop forts. Les investisseurs ne sont pas sentimentaux. Ils ne choisissent pas l'Europe par nostalgie de sa gloire passée. Ils mettent leur argent là où ils pensent qu'il générera les meilleurs rendements. Et de plus en plus, ce n'est pas en Europe. C'est aux États-Unis, avec son énergie bon marché et son marché dynamique. C'est en Chine, avec son échelle massive et son soutien étatique. C'est en Asie du Sud-Est, avec sa main-d'œuvre jeune et ses coûts compétitifs. L'Europe peut-elle inverser cette tendance? Théoriquement, oui, mais cela nécessiterait des réformes si radicales qu'elles semblent politiquement impossibles. Il faudrait simplifier drastiquement la réglementation, réduire les coûts énergétiques en acceptant le nucléaire et le gaz naturel comme solution de transition. Créer une vraie union fiscale et politique européenne plutôt que cette construction bancale actuelle. Investir massivement dans l'innovation et l'infrastructure. Réformer les marchés du travail pour plus de flexibilité. Réduire la bureaucratie. Stabiliser la politique. Rien de tout cela ne semble à l'horizon. L'Europe préfère se bercer d'illusions, parler de réindustrialisation sans jamais s'attaquer aux causes profondes de la désindustrialisation. Imposer de nouvelles réglementations au nom de la protection de l'environnement ou des consommateurs, sans considérer l'impact sur la compétitivité. Blâmer la Chine ou les États-Unis pour leurs pratiques déloyales, sans reconnaître ses propres échecs. Pendant ce temps, les investisseurs continueront de fuir. Les usines continueront de fermer. Les emplois continueront de disparaître. La prospérité européenne, construite sur des décennies d'industrialisation, s'érodera lentement mais inexorablement. Et dans 20 ans, l'Europe se demandera comment elle est devenue si pauvre comparée au reste du monde développé. La réponse sera simple. Plus personne ne voulait y investir. Et l'Europe n'a rien fait pour changer cela.